assez rapidement, si vous vous souvenez, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Eisenhower avait dit il faut faire attention au complexe militaro-industriel. Et donc, après la victoire américaine, il avait quand même tiré la sonnette d'alarme. Mais bon, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même un équilibre difficile, mais ils ont respecté de part et d'autre entre les Soviétiques et les Américains. Lesquels Américains, les gens ne comprennent pas à quel point, au départ, ils voulaient coloniser l'Europe. La Deuxième Guerre mondiale, pour eux, c'était d'abord détruire l'Europe. Et si, pour ceux qui ont lu l'histoire un peu ou qui s'en souviennent, hein, ils ont commencé par bombarder intensément l'Europe de sorte à ce qu'il n'y ait plus d'outils industriels. Sauf qu'ils n'ont pas calculé avec le mouvement ouvrier européen et qui avait tendance à prendre le pouvoir un peu partout. Et c'est la raison pour laquelle ils sont revenus tout de suite avec le plan Marshall pour éviter que les ouvriers européens ne donnent la victoire aux soviétiques sur l'ensemble de l'Europe. Donc déjà, dès le départ, l'amitié occidentale a été construite sur un non-dit et sur une mauvaise interprétation de ce qu'on appelle la victoire sur le nazisme et la victoire de l'Occident. Donc, ce qu'on connaît comme instrument, les Bretton Woods, l'ONU et tous les instruments similaires, ont été mis en place pour assurer l'équilibre du monde, mais pour les États-Unis, c'était des instruments pour dominer le monde. Néanmoins, dans le cas des équilibres avec l'Union soviétique, ce n'était pas une domination directe, brutale, et tous les instruments n'ont pas pu être dessinés exactement comme ils le voulaient. Et donc, les Nations Unies, avec le Conseil de sécurité, la Banque mondiale, avec les équilibres de pouvoir issus de la Deuxième Guerre mondiale à l'intérieur des États-Unis, le Bretton Woods, c'est-à-dire comment était géré l'équilibre monétaire de l'époque, tout ça fonctionnait selon des règles économiques et politiques, d'équilibre de pouvoirs mondiaux, mais aussi à l'intérieur des pays. Alors en 1971, nous sommes en pleine guerre du Vietnam, il fallait imprimer de l'argent. Et les États-Unis, qui avaient construit leur puissance sur le fait que le dollar était équivalent à de l'or, vont casser cette règle fondamentale issue de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que le monde entier a accepté l'idée que le dollar devienne la monnaie parce qu'un dollar égale une once d'or égalait 35 dollars, voilà, à l'époque. Et donc les États-Unis vont décider de façon unilatérale en 1971 de dire ben, un dollar n'est pas forcément échangeable contre de l'or. Et donc on peut imprimer. Et ce qui signifiait à ce moment-là que la force du dollar venait de la capacité de gestion unilatérale des États-Unis, c'est-à-dire de la force des États-Unis, mais de l'acceptation de cette force par le reste du monde. Alors bien sûr, on peut dire pourquoi la Russie, bon la Chine n'existait pas beaucoup à l'époque, a-t-elle accepté cet état de fait? Parce que à l'époque, en Russie, la comptabilité était une comptabilité matérielle, quantitative en tonnes, pendant que la comptabilité occidentale comptabilisait en dollars. Et les pays soviétiques n'ont jamais fait attention à l'arme de la finance. Eux, ils étaient persuadés que l'arme classique, c'est-à-dire la quantité de tonnes d'acier, était suffisante pour maîtriser le monde. Et sur ce plan-là, ils étaient très très en retard par rapport à la technologie occidentale. Donc, ces instruments déséquilibrés en 1971 ont fonctionné parce qu'il y avait quelques règles, comme par exemple les banques d'investissement, les banques commerciales, les différentes banques étaient dissociées. On n'avait pas le droit de faire tous les métiers de la banque dans une même institution. À l'époque Clinton, c'était aussi le bombardement de la Yougoslavie. On a fait sauter cette règle fondamentale qui était la séparation des fonctions. Et donc, nous nous sommes retrouvés
devant une situation de mise en place d'instruments financiers qui n'obéissaient pas à la régulation. En parallèle, rappelons-nous qu'en 1989, c'était la chute du mur de Berlin. Or, lors de la chute du mur de Berlin, ce que demandait Gorbatchev, puis plus tard Eltsine, et même plus tard Poutine, c'était juste d'être intégré dans le schéma occidental. Sauf que les Occidentaux, les Anglo-Saxons en particulier, avaient une telle arrogance et un tel mépris vis-à-vis de ceux qui n'étaient pas considérés par eux comme étant les citoyens de catégorie 1, dans lesquels on ne retrouve pas les pays latins, mais dans lesquels on ne trouve certainement pas les Slaves, ils considèrent comme des êtres inférieurs. Ils ont préféré faire preuve d'arrogance, de mépris vis-à-vis de ces nouveaux pays qui devaient s'écraser et être de simples réserves de matières premières, vulgairement comme ils nous voient, nous, les Arabes, ou comme ils voient les subsahariens. Et c'est cette arrogance qui nous a poussés dans la situation actuelle. Donc nous avons une période où on a testé la capacité de réaction des ex-soviétiques par l'éclatement de la Yougoslavie alors que ce n'était pas nécessaire. On a testé les capacités de réaction économique d'abord en 71 et puis par le fait d'avoir fait sauter le verrou qui était la séparation de fonctions dans les banques internationales. Et puis, on a été plus loin, on a été vers 1991, puis vers 2001, non pas l'Odyssée de l'espace, mais les tours qui ont été abattus à New York. On a voulu démontrer par là que dans le fond, le monde avait besoin d'une gestion unipolaire, que face au chaos, face au désordre, évidemment, chacun peut comprendre que le chaos a été, comment dire, spontané ou au contraire qu'il a été manipulé, mais peu importe, que face au chaos, il fallait absolument construire un gouvernement mondial. Alors, autour de ça, vous avez toutes les sociétés secrètes, qu'on y croit ou pas, les Bilderberg, les Schwab et compagnie, les Soros, qui travaillaient tous dans la même direction, sauf que leur vision du monde est une vision pyramidale, hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a un maître au sommet que l'Empire américain, et puis il y a des étages. Il y a des étages de gestion pour compte. Donc, alors c'est dans ce cadre qu'il faut retracer et redessiner les objectifs de ces gens-là. Et notamment, à quoi doit servir l'OTAN, à quoi doit servir la Banque mondiale ou la Banque des règlements internationaux. Alors tout ça, ce sont des instruments en fonction d'un objectif qui est un gouvernement mondial hiérarchisé, pyramidal. Pour obtenir cette situation, le chaos est nécessaire, mais aussi la disparition des critères d'éducation, de tous les repères que nous avions auparavant, de la notion de sexe, de la notion de couleur, pas dans le fond, mais en tous les cas, disons, dans la mise en place des nouveaux comportements de l'humanité. Tout cela devant s'accompagner d'une très grande précarisation. C'est-à-dire que nous avons une société ou un monde conçu pour l'enrichissement du 1 pour 1000, ce n'est pas du 1%, du 1 pour 1000, hein, donc les vraiment very, very happy few. Puis vous avez le 1% qui se croit riche parce qu'ils sont millionnaires et même milliardaires, mais enfin ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Et puis vous avez les 30% qu'on peut exploiter à mort parce que pour eux, devenir millionnaire, c'est être riche, alors que millionnaire, c'est la nouvelle presque pauvreté. Et bien, et tout le monde comprendra que 70% doivent disparaître, si ce n'est physiquement en tous les cas, dans une pauvreté qui doit faire peur aux 30%, qui eux doivent travailler pour ne pas rejoindre les 70%. Donc, ça, c'est le monde tel qu'il a été progressivement dessiné depuis 1971 et auquel il n'y a pas de solution.
et je vais peut-être m'arrêter sur un chiffre, c'est que la dette américaine n'est pas celle qu'on nous dit, elle est de 200 000 milliards de dollars. Elle est, elle n'est pas, même sur le plan théorique, elle n'est pas remboursable. Sauf si, sauf si les États-Unis conservent le monopole de la puissance, mais de la puissance physique absolue, c'est-à-dire le monopole absolu de la de la violence. force. C'est Haj Nasser, vous avez, dans exactement avec le point que vous avez fini, vous avez parlé que le dollar il a été délié, délinké de l'or, et donc ils peuvent imprimer. Et bon, tous les gouvernements du monde peuvent imprimer aussi. C'est quoi la différence? Pourquoi les Américains peuvent imprimer et donc faire en sorte que le dollar soit dominant et pas les autres gouvernements? Et là, je fais référence un peu au lien qu'il y a entre le dollar et les prix des matières premières, principalement le pétrole. Écoutez, quand je fais du pétrole la base du dollar et que j'oblige le monde entier à commercer en dollars, je peux imprimer. Parce Absolument. que tous les acteurs du monde, hein, y compris les Chinois et les Russes, sont obligés d'acheter du dollar. C'est-à-dire qu'ils financent le niveau de vie américain, puisqu'il n'y a pas de Absolument. contrepartie de production réelle américaine.